Eh bien, bonjour à tous. Ravie de vous recevoir. Alors, on va essayer de faire comme les pros et alors, on n'a pas de musique d'introduction, mais pour autant, nous sommes là aujourd'hui ensemble pour vous parler de la restitution publique de Moby-10 au sujet des impacts de son offre Sondo. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints. N'hésitez pas dans le chat qui est sur le côté à partager, à poser vos questions et à intervenir tout au long de cette présentation. Ce que je vous propose d'ailleurs pour commencer, c'est déjà d'indiquer, pendant même que je fais mon introduction, d'où vous venez. Et puis, si vous êtes un enseignant, éventuellement, je sais qu'on aura des parents d'élèves aussi qui seront avec nous. Bref, de vous présenter dans le chat. C'est à vous, allez-y. J'ai avec moi pour cette présentation donc toute l'équipe de Moby-10 en régie, avec Sophie, avec Faustine, Estelle, Eva, Caroline. Bref, il y a plein de monde de l'équipe Moby-10 qui est là. Et pour vous faire cette restitution, j'ai avec nous Gabriel Guay de RRI qui va présenter sa structure, donc révélateur de richesses immatérielles. C'est le cabinet indépendant que nous avons sollicité pour faire cette mesure d'impact et plus précisément la mesure du changement, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a changé Sondo depuis la mise en place. Donc Sondo, c'est une offre qui a été créée, qui a été lancée à la rentrée 2019, qui a connu une grosse ouverture, une visibilité pendant le premier confinement, et qui, donc, suite à ça, à l'automne dernier, on a souhaité lancer avec RRI, avec Gabriel, une mesure d'impact avec cette restitution, donc, à la fin de l'année scolaire. C'est de cette mesure et de la façon dont ça a été mesuré et des impacts qui ont été identifiés dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, merci Gabriel d'être avec nous aujourd'hui. Et je vous passe tout de suite la parole pour nous expliquer qu'est-ce que cette étude a révélé. Merci beaucoup, Mme Berthaud, pour cette introduction. Bonjour à chacun d'entre vous, et merci d'être venu pour cette restitution. Donc, ce que j'ai pu observer au cours de cette restitution, ce sont pas tant comment dire, ce que les gens aiment ou ce que les gens n'aiment pas. C'est pas tant ce que je suis allée chercher, même si c'est déjà important. Mais ce que je suis allée chercher, c'est ce que Sondo change, ce que les impacts de Sondo, les effets de Sondo, ce que ça va permettre d'améliorer dans la vie du quotidien, que ce soit pour les enfants, éventuellement les enseignants et éventuellement les parents, mais en priorité pour les enfants. Donc, à ce titre, déjà en introduction, vous dire comment on a procédé, de quelle manière nous avons procédé. L'étude d'impact a été réalisée en 4 étapes. Alors, je tourne la tête parce que mon écran est sur le côté, mais je suis bien avec vous. Donc, il a été fait en 4 étapes. Ça a été des questionnaires en ligne qui ont été mis à disposition d'élèves, de parents d'élèves et d'enseignants. Et ces questionnaires ont réuni, comme vous pouvez le voir, plus de 350 répondants. Et ce que vous remarquez aussi, c'est qu'il y a 22 répondants enseignants et de l'autre côté, plus de 150 répondants côté élèves et côté parents d'élèves. Alors, méthodologiquement parlant, ça peut vouloir dire que peut-être ce qui est indiqué par les enseignants n'est pas représentatif. Alors c'est vrai qu'on peut avoir une sorte de réserve méthodologique, peut-être quand on voit ça. Néanmoins, dans ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui comme résultat, il faut voir une chose, c'est que si c'est qu'il n'y a pas de si, en fait, c'est que les réponses qui ont été apportées par les enseignants sont tout à fait convergentes avec les réponses qui ont été apportées par les parents d'élèves et par les élèves eux-mêmes.
Donc, ce qui nous permet d'avancer dans l'analyse des impacts en nous disant, bah, effectivement, oui, tout à fait, sur la slide précédente, juste avant avec la méthodologie. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a effectivement 22 répondants sur ces questionnaires et ensuite, il y a eu des entretiens d'approfondissement du questionnement d'impact que l'on avait auprès d'autres enseignants et encore ensuite, nous sommes allés en atelier d'approfondissement avec d'autres enseignants encore pour travailler ensemble à identifier ce qui est de l'ordre d'un impact réel et ce qui est de l'ordre d'un signal faible qui peut-être il faudra aller voir plus tard parce que pour l'instant, eh bien, son dos est dans les établissements depuis quelques mois, une année et pour ceux qui sont les plus anciens utilisateurs, 2 ans. Donc ça, c'est une première précaution méthodologique. Et donc, nous n'avons pas, bien sûr, nous ne sommes pas limités à nous entretenir avec les enseignants. Nous sommes aussi allés vers les parents d'élèves et vers les élèves avec qui nous avons pu avoir des entretiens individuels. Et puis, bien sûr, l'ensemble de ces résultats ont été confrontés à de la littérature éducative pour pouvoir bien, tirer les meilleurs enseignements de cette étude d'impact. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet pour savoir qui a répondu, pour que vous puissiez situer le type de réponse, comment vous avez envie d'interpréter les réponses. Alors, ce qu'il faut voir là, c'est que sur nos 3 publics, on a eu des utilisateurs Sondo qui se sont prononcés, 100% côté enseignant, et puis on est entre 26-40% d'utilisateurs côté parents. Et donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le point de vue des utilisateurs et la manière dont ça transforme les choses. Alors, dans la répartition, vous voyez des classes qui se sont exprimées. On a une répartition assez équivalente là aussi entre les enseignants, les élèves et les parents, ce qui nous conforte dans notre manière d'analyser la convergence des réponses. Et donc, vous le voyez, pour les utilisateurs, et ça aussi, ça va être très important dans la manière d'interpréter les premiers impacts de son dos, c'est que tout ce que vous allez voir dans la suite de mon exposé, c'est pour des utilisateurs qui sont assez récents. Et ça, c'est intéressant parce que quand on voit de manière assez surprenante, je dois vous dire que d'habitude, quand je fais des études d'impact, pour voir les premiers effets, il faut attendre assez longtemps. Et là, eh bien, après quelques mois à peine d'utilisation, on peut constater des premiers effets et c'est ce qu'on voit à travers ces premières cibles qui disent utiliser son dos depuis quelques mois seulement. Et puis, pour parfaire ce panorama du profil des répondants, on voit également côté enseignants et côté parents à qui nous avons posé la question pour avoir des réponses objectives, le nombre de fois par semaine qu'ils utilisent son dos, et on est sur 1 fois par semaine, voire moins d'1 fois par semaine, ce qui renforce à la fois l'impact de son dos, parce que ça veut dire qu'avec peu d'usage, on a déjà des premiers impacts, et en même temps, ça nous encourage à aller dire, bah, peut-être utiliser plus son dos, parce que peut-être que là, les impacts seraient supérieurs. Alors, ensuite, peut-être sur ce dernier point, le dernier chiffre en bas à gauche de votre écran, c'est 83% des répondants sont des enseignants de français. On a eu également des enseignants, des professeurs documentalistes, on a eu des professeurs d'anglais, professeurs d'espagnol. Mais la raison pour laquelle ce sont essentiellement les professeurs de français qui se sont prononcés dans ce questionnaire, c'est parce qu'il y a des réserves dans les impacts qu'il y a sur les manuels. Mais là, Madame Berthaud, tout à l'heure, complétera mon propos sur la différence qu'il y a dans la proposition de mise en avant de l'outil côté manuel et côté littérature. Oui, si je peux intervenir pour aller déjà, sur Gabrielle. Excusez-moi, excusez-moi. En fait, dans Sando, pour rappel, on a 2 offres en fait. Il y a une offre autour de la littérature qui est en format Frog, où on a l'entièreté du livre, on a tout le livre qui est aménagé pour la lecture et avec toutes les fonctions audio et les fonctions Frog.
Concernant les manuels, on a fait le choix pour pouvoir aller vite sur le marché de ne mettre que l'audio, c'est-à-dire que c'est un format qui s'appelle le format DAISY et qui ne contient pas le manuel numérique. En gros, on utilise le manuel papier et on écoute l'audio du manuel. Ce choix-là, il a été fait parce que c'est techniquement compliqué de faire du Frog sur du manuel et d'entrée de jeu, on voulait démarrer avec cette offre-là audio. Et donc, on va voir que c'est entre autres un critère de frustration, visiblement, de la part des profs qui ne sont pas des enseignants de français. Voilà. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans cette présentation des impacts, on est essentiellement centré sur les impacts de Sondo en matière de littérature française. Alors, pour aller sur le point suivant et voir au regard de quoi nous avons identifié les impacts de Sondo, on va faire un petit retour en arrière en 2019. Et là, c'est le moment où on a identifié, au moment où Sondo arrive dans les écoles, on a voulu identifier quels sont les impacts attendus. Donc, tout à l'heure, Marion Berthaud, j'ai été un peu coupée, mais j'imagine que vous l'avez dit, a présenté Mobilis comme une entreprise à mission, une entreprise de l'économie sociale et solidaire à mission. Et à ce titre, dès le départ, les impacts attendus ont été identifiés. Et ils s'organisent en 5 étages qui sont l'accès, déjà, pour tous à la lecture. Et on sait que pour les élèves 10, eh bien, c'est une problématique déjà de base. C'est que comment avoir des apports équivalents aux autres, une inclusion équivalente aux autres élèves en matière d'accès à la lecture quand on n'a même pas la possibilité de pouvoir lire ces livres. Et là, c'était déjà le premier niveau d'impact attendu de la part de ce que propose Sondo. Ensuite, c'était de favoriser cette inclusion en disant comment on fait partie du groupe sans être différencié et est-ce que Sondo va pouvoir contribuer à cette inclusion? Et puis comme ça, on monte les échelons vers l'autonomie, l'indépendance de l'enfant, l'acquisition de l'autonomie, on reviendra dessus au fur et à mesure de l'exposé, le plaisir et la réussite. Et ça n'est pas rien, on le verra dans cette étude d'impact que c'est très important pour les élèves d'avoir ce plaisir et cette réussite. Et enfin, la rémédiation. Est-ce que Sondo va contribuer à gommer une partie des difficultés des enfants et leur permettre de pouvoir accéder à la lecture et à tout ce que ça englobe derrière comme possibilité, parce que Sondo aura permis d'apprendre des mécanismes qui vont permettre de comment dire, le mot m'échappe, mais de trouver des solutions par rapport aux problématiques de lecture qui sont rencontrées. Donc ça, c'est la partie gauche de cette présentation qui est notre pyramide d'impact. Et pour qu'il y ait un impact, déjà, base de la pyramide, il faut qu'il y ait accès. Et notre première surprise dans cette mesure d'impact, c'est que 36% des élèves qui ont répondu nous disent « j'utilise Sondo ». Alors ça, c'est une première surprise quand on sait que selon l'OMS, il n'y a que 5% d'enfants dyslexiques dans le monde et la France est tout à fait dans la représentation nationale des 10 en France est tout à fait équivalente à celle mondiale. Du coup, on se dit, on passe de 5% à 36%. Donc déjà, il y a une première surprise positive. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que les élèves 10 qui vont vers Sondo. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est on se dit, il y a 11% des élèves en 6e qui sont suivis pour des troubles du langage. Peut-être que là, on va avoir dans ces 36%, une partie des 10 et puis une partie des 11% qui sont des élèves suivis des troubles du langage. Je dis une partie parce que quand on fait le calcul, là, on arrive effectivement à 35%, 36%, on arrive à nos chiffres, mais c'est une représentation de ce à quoi Sondo peut tendre. Donc, on a des élèves 10 qui sont concernés, des élèves qui ont des troubles du langage, et puis on a une partie des élèves, souvent qui sont appelés par les enseignants les petits lecteurs. Et ceux-là, ils arrivent au collège sans forcément maîtriser les savoirs fondamentaux en matière de lecture. Et certains enseignants nous disent, voilà, ils arrivent avec un niveau qui est à peine CM1
Et donc, c'est très difficile d'accéder à un niveau d'apprentissage supplémentaire quand on n'a pas déjà les fondamentaux là-dessus. Donc ça, c'est notre premier impact positif, c'est que la base de la pyramide en matière d'accès, déjà, elle est remplie et pas seulement pour les 10. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se satisfaire de cela, mais ça veut dire que pour un point de démarrage, c'est déjà beaucoup plus important que les 5% de 10 auxquels on pouvait se dire s'adresser au départ. Alors, pour aller plus loin, et comme on disait tout à l'heure, c'est quand on mesure les impacts, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure les changements. Et c'est pour ça, sur la slide suivante, en gros, c'est son dos, ça change quoi? Pour qui? Et là, on va voir côté élève, côté parent, côté enseignant. En premier lieu, les élèves, pourquoi d'ailleurs les élèves en premier? Tout simplement parce que son dos a été fait pour eux. Donc, on est allé voir ce que ça change pour eux. Et alors, ce que ça change pour eux, c'est déjà, j'ai envie de dire, l'un des premiers paris de son dos, c'était la baisse de la surcharge cognitive. Et cette baisse de la surcharge cognitive, elle est vraiment importante dans le sens où ce que vous devez connaître sûrement comme enseignants les uns et les autres, mais comme je sais que parmi nous ce soir, il n'y a pas que des enseignants, je précise certains de mes propos. Cette surcharge cognitive, c'est à quel point ça peut être lourd dans notre cerveau. C'est ce moment où on se dit « Oh là là, ça devient trop prenant ». Souvent, les enfants disent « Non, mais ça me prend la tête ». Eh bien, cette surcharge cognitive, elle vient du fait que c'est extrêmement compliqué d'aller déchiffrer lettre après lettre, syllabe après syllabe, juste pour le déchiffrage, et ensuite aller jusqu'à la compréhension de ce que veut dire ce mot. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, on va retourner au début de la phrase parce qu'on a oublié une partie, parce que l'exercice est très long. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une lecture fluide, on va devoir faire un exercice extrêmement fatigant et qu'à partir de là, lire un paragraphe, j'ai envie de dire un chapitre, un livre, devient juste l'épreuve du combattant. Et donc, pour accéder à la lecture, il faut faire que la lecture ne soit plus l'épreuve du combattant. Donc, je vais lire un extrait de ce qui a été fait, ce qui a été dit dans l'expertise collective de l'INSERM qui a été faite déjà en 2017 et qu'on retrouve dans des travaux ultérieurs par d'autres structures, mais je ne sais pas si c'est très lisible à l'écran. Les difficultés dans l'apprentissage de la langue écrite qu'entraîne la dyslexie développementale peuvent obliger l'enfant à mettre en place une vigilance accrue, impliquant une grande fatigabilité et pénibilité. Et c'est ce qu'on a demandé aux enfants, on leur a demandé la preuve de ça, on leur a dit mais qu'est-ce que ça a changé pour toi son dos? Et ce que ça a changé pour eux, on vous l'a mis avec quelques verbatims illustratifs, c'est en fait c'est agréable. C'est quand même rare d'entendre des enfants dyslexiques qui vous disent la lecture c'est agréable. Ils nous disent aussi je suis moins fatiguée. Et puis, ça continue avec d'autres témoignages. Je ne vais pas vous les lire à chaque fois, mais voilà, c'est plus facile, je comprends mieux. Donc déjà, ça, c'est un premier point, cette baisse de la surcharge cognitive. Deuxième point de changement, deuxième impact significatif pour les élèves, en plus de la baisse de la surcharge cognitive, c'est l'envie de lire et l'inclusion. Et sur cette envie de lire et l'inclusion, on a fait deux schémas. En gros, si jamais ça n'est pas forcément lisible en fonction de la taille de vos écrans, certains d'entre vous sont peut-être par téléphone. En tout cas, c'est de dire, quand on n'a pas son dos à gauche, eh bien, il y a une sorte de cercle de dynamique négative qui se met en place où l'acte de lecture est pénible, je dois lire, ça me stresse, la lecture, ça devient un acte à éviter et l'élève lit de moins en moins et du coup, les conséquences sur l'inclusion sont négatives et ça recommence comme ça, ce qui fait que l'acte de lecture est de plus en plus pénible et on l'associe à quelque chose qu'on ne veut plus faire. Donc, les élèves qui sont en difficulté s'éloignent de plus en plus de cette chose qui est pénible. Donc, avec son dos, ce qu'on a constaté, ce qu'ils nous ont raconté, ces élèves, c'est que l'acte de lecture, en fait, au départ, il est effectivement pénible. Je dois lire, ça me stresse, mais comme l'œuvre est disponible sur son dos, parce qu'il pose la question aux enseignants, eh bien, en fait, ça fait baisser le niveau de stress. Et à partir de là, ils se disent, en fait, quand je vais sur son dos, je constate que la lecture est moins pénible, voire un plaisir.
Alors, pour la baisse de la pénibilité, voilà, c'était assez attendu. Mais par contre, pour le plaisir, c'est quelque chose qui vient confirmer qu'on est dans la bonne direction des impacts avec cet outil. Et puis derrière, c'est en fait, j'évite plus, ou en tout cas, j'évite moins l'acte de lecture. Et du coup, la conséquence sur l'inclusion est positive puisque je m'éloigne de moins en moins de cette lecture, ou en tout cas, je n'en ai plus le même rejet. Et donc, on a un vrai lien entre envie de lire et inclusion. Et on a eu d'ailleurs une étude qui est sortie dans la revue, alors pardon pour mon anglais, mais Frontiers in Computational Neuroscience de février 2021, qui vient complètement confirmer cette dynamique. Je pense qu'ils ont sorti cette étude juste pour nous, pour confirmer ce qu'on a découvert pendant notre mesure d'impact. Alors, point suivant, c'est la réussite scolaire et l'estime de soi. Ce qu'on voulait aussi aller chercher, c'est est-ce que son dos, au-delà de baisser la surcharge cognitive, au-delà de créer cette envie de lire et de faciliter l'inclusion, est-ce que vraiment c'est un outil qui va nous amener vers la réussite scolaire et avec cette notion peut-être de renforcer l'estime de soi. Déjà, sur le premier niveau, la réussite scolaire, c'est le témoignage des parents, tout comme des enseignants, indique que son dos inspire vraiment un sentiment de réussite chez les élèves. Comme son dos permet à l'élève de choisir la solution la plus adaptée à sa problématique d'accès à la lecture, avec la surbrillance, avec la grosseur des lettres, avec différentes modalités, le surlignage d'une ligne sur deux et autres, même les définitions, etc. En fait, l'élève devient maître de ce qui est le plus utile pour lui. Et du coup, il n'est plus en train de subir la situation et se met en situation de réussite. Et ça, c'est un mouvement positif qu'à la fois les enseignants nous ont expliqué et que les parents nous ont confirmé lorsqu'on parle des devoirs à la maison. Alors, je vous ai mis quelques exemples de cette réussite scolaire qui va vers plus de fluence. Alors, je vous l'accorde, il n'y a pas eu des tests de fluence avant son dos, après son dos. Néanmoins, pour les enseignants qui ont fait les tests de fluence en début d'année, ils nous disent que même s'ils n'ont pas encore fait les tests de fluence en fin d'année, ils sentent déjà que ça s'améliore. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, en mettant en place des outils de tests de fluence, de tests sur le vocabulaire, sur la compréhension, avec l'aide de certains établissements scolaires qui sont déjà impliqués dans la mesure d'impact de son dos et d'autres qui voudraient rejoindre la dynamique, eh bien, on pourra encore davantage confirmer cette dynamique qui se met en place. Et comme là aussi les études le montrent, eh bien, il y a une dynamique vertueuse qui se met en place entre réussite scolaire qui renforce l'estime de soi et il se trouve que l'estime de soi renforce la réussite scolaire. Donc là aussi, c'est quelque chose de positif que l'on a pu constater dans les impacts. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une vue de l'extérieur, c'est que l'élève lui aussi, quand on lui pose la question, nous dit en fait, oui, maintenant, eh bien, j'ai plus le sentiment de réussir. Et j'avoue qu'il y a un témoignage d'une maman qui m'a vraiment, qui était l'illustration de ce que j'avais pu entendre par ailleurs ou lire par ailleurs, qui était à la rentrée des vacances scolaires après Pâques, son enfant qui est dyslexique est revenu et il m'a dit « Maman, j'étais parmi les seuls qui avaient fini de lire l'œuvre et à avoir compris. » Et ça, j'ai envie de dire, voilà, il y a l'illustration de ce qu'on a pu rencontrer au cours de cette mesure d'impact et de cet impact dédié à la réussite scolaire. Alors, ça, c'est les 3 principaux enseignements pour les enfants. On a mis le focus sur ce qui est essentiel. On a vu d'autres petits impacts, des faisceaux d'indices, de choses à aller creuser. Mais en tout cas, là, c'est ce qui est le plus significatif qui vous est présenté ce soir. Alors, côté parents, ça change quoi? Alors, côté parents, on leur a posé la question. Je vais aller un petit peu plus rapidement parce que c'est ce qu'ils nous ont dit est complètement complété et englobé dans ce que les élèves nous ont dit et ce que les enseignants nous ont dit. Mais en tout cas, il y a quand même 3 choses
qui ont particulièrement changé dans la relation au devoir. La première, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que les parents nous disent, bah, je ne suis plus obligée d'être tout le temps là présent avec mon enfant pour accompagner la lecture et la compréhension. Et donc, je peux faire des choses en parallèle. Je ne suis pas obligée de lire en même temps que mon enfant et du coup de ne pas être présent pour la fratrie, pour pas être présent, voilà, pour le reste de la maison. Je vais pouvoir avoir ce moment-là de gain de temps. Les devoirs durent moins longtemps aussi parce qu'il n'y a plus tout ce temps de déchiffrage. Ça, c'est une chose. Par conséquent, il y a moins de stress. Parce que comme la lecture n'est plus quelque chose de douloureux pour l'enfant, eh bien du coup, on n'y va plus avec l'énergie négative. Donc, on n'est plus obligé d'amener à l'exercice de lecture, de déchiffrage des exercices ou des œuvres littéraires. Donc, il y a moins de stress parce qu'on anticipe moins la difficulté de cette rencontre au devoir qui va avoir lieu le soir. Et puis enfin, il y a cette fierté pour son enfant. Alors, c'est vraiment écrit fierté pour son enfant et pas fierté de son enfant, hein, parce que ça, les parents, et voilà, ils sont fiers de leur enfant et de leur cheminement pour lever les difficultés, mais ça, la fierté pour leur enfant, et notamment avec l'exemple que je vous ai donné précédemment, c'est de voir dans leurs yeux le fait qu'ils sont contents de réussir. Et ça les rend très très fiers de les voir, voilà, avancer, cheminer avec un outil qui les amène vers l'autonomie et un outil complémentaire. Même, j'ai eu un parent qui me disait, bah voilà, moi mon enfant il est déjà très équipé en fait. On a des outils ordinateurs qui font la lecture, qui font etc. Et pourtant, Sondo vient compléter ce dispositif pour le rendre encore plus autonome de manière complémentaire. Et même si on a des réserves sur les manuels sont utilisés même dans leur format actuel pour compléter cette autonomie et ça amène cette fierté d'autonomie. Et là, on a également quelques verbatims qui fait, c'est plus une lutte pour faire lire. Maintenant, mon enfant est capable de faire un résumé car il a bien compris l'histoire. Donc là, on rejoint la réussite scolaire qui va avec cet impact positif. Alors, pour ne pas monopoliser la parole non plus trop longtemps et laisser la place aux échanges, on va passer également aux impacts côté enseignant. Voilà, côté professeur, ça change quoi pour eux? La première chose qu'ils nous ont dit et qu'on a pu vérifier en atelier, c'est que Sondo, ça permet une double approche. Alors, les enseignants le disent mieux que moi, mais quand même, c'est ce côté, quand je suis face aux élèves en classe, j'ai besoin d'avoir une approche globale pour tous, parce qu'on est 25, on est 30 élèves dans la classe, et en même temps, j'ai besoin d'avoir une approche individuelle, non seulement pour être au plus proche des besoins de chacun, mais pour être aussi au plus proche des difficultés des élèves, en tout cas des élèves qui ont des difficultés. Et c'est là où Sondo permet cet équilibre en matière d'études littéraires, en matière d'accès à la lecture. Sondo permet vraiment cette approche globale qui est à la fois d'être cet outil intéressant pour tous. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en introduction, c'est que c'est pas seulement pour les 10. On a vu que sur les 5% de 10, en fait, on a 36% d'utilisateurs. Donc, on est sur l'ouverture à plus que ces enfants 10. Et même certains enseignants nous ont dit, en fait, nous, on le propose à tous, parce que c'est une autre manière d'accéder à la lecture. Et puis, il y a cette approche individuelle, parce que, en fait, les plus fragiles, ils se sentent plus inclus face au groupe par rapport à leurs difficultés d'apprentissage habituelles. Et notamment pour les élèves qui sont en classe Ulysse, qui vont aller lire l'œuvre littéraire chez eux, ils vont revenir en classe Ulysse où il y a cette relation particulière à l'apprentissage face aux difficultés. Et puis après, on retourne en classe complète avec les autres élèves. Et là, comme on a proposé Sondo à l'ensemble des élèves, on se retrouve tous à avoir lu la même œuvre et avoir accédé aux mêmes définitions de mots, avoir accédé aux mêmes outils. Et du coup, on discute de quelque chose qui est commun.
Et ça nous amène directement vers la transition de l'enseignement numéro 2 pour les enseignants, qui est effectivement l'accès aux œuvres entières. Un certain nombre d'enseignants nous ont dit, avant son dos, en fait, ils proposaient que des extraits d'œuvres. Et en particulier pour les élèves les plus fragiles en lecture. C'est-à-dire quand on se trouve face à des élèves 10, face à des élèves petits lecteurs, face à des élèves qui sont pas très enclins à la lecture, on est vraiment sur cette volonté, enfin pas cette volonté, cette possibilité d'amener à étudier des œuvres entières. Et ça, c'est intéressant parce que on arrive à quelque chose qui est aussi de faire découvrir le goût de la lecture, parce qu'on n'est plus confronté à l'étude d'un extrait de document qui n'a de sens que pour celui qui arrive à aller le chercher. Et on a tous, jeunes, été confrontés, même sans être 10 ou sans être petit lecteur, à cette étude de texte où on se dit, OK, bon, bah, on y va parce que il faut le faire, on va y découvrir quelque chose, mais il nous manque le avant et il nous manque le après. Et là, ce qui est intéressant avec Sondo, parce qu'il facilite la lecture, qu'il baisse cette charge cognitive, il permet d'aller jusqu'à l'étude de l'œuvre entière, même pour les élèves en classe UVIS. Et même pour les élèves 10 avec des difficultés qui sont grandes, eh bien, ça donne du sens à la lecture. Et ce sens-là, il est beaucoup plus difficile à faire naître avec des extraits d'œuvres. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas possible, hein, parce que les enseignants ont ce rôle de donner du sens, mais en tout cas, il est beaucoup plus difficile à faire naître dans le sens de l'évolution d'histoire, dans le voyage à travers le livre, dans l'évolution et l'interaction des personnages entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui a été signifié. Et puis enfin, sur le troisième et dernier enseignement qui a été identifié du côté des enseignants, et non des moindres, c'est que Sondo respecte la liberté pédagogique. Et ça, si vous voyez sur la slide suivante les chiffres, que d'ailleurs j'aurais pu écrire un petit peu plus gros, je me rends compte, vous voyez que quand on demande est-ce que Sondo change quelque chose à votre approche pédagogique, la réponse est oui. Et ça apporte du positif pour plus de 68% des répondants. Et non, et c'est très bien. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'on a 84% des répondants qui nous disent, en gros, que ça change quelque chose ou pas, ben c'est bien, parce que ça respecte ce que j'ai envie de produire comme enseignement, ce que j'ai envie de proposer comme pédagogie. Et en dessous, il y a quand même des enseignants qui nous disent, bah non, ça change rien et c'est peut-être dommage d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que ça, en tout cas, moi, en tant qu'évaluatrice, ça m'a interpellée sur le rapprochement des non et c'est dommage et des oui, et cela apporte du positif. Parce que je me dis bah, que peut-être, pour accroître les impacts de son dos, il faudrait qu'il y ait un échange de pratiques entre ceux qui disent oui et c'est positif, et puis ceux qui disent non et c'est dommage, et comme ça pouvoir s'inspirer pour accroître les impacts de son dos. À titre d'exemple, dans ces postures, on a deux verbatims. Ma posture en AP est différente. Je peux plus individualiser en fonction des besoins, car je n'ai plus à faire la lecture à haute voix, puisque les élèves sont autonomes avec l'outil. Et de l'autre côté, bah, pour moi, son dos n'a rien changé, dans le sens, bah, c'est très bien. Donc voilà un petit peu aussi cette dimension qui me semblait être importante par rapport quand même aux valeurs de l'enseignement à l'intérieur de nos écoles, c'est que cet outil-là, il vient respecter ce qu'on a envie d'en faire. Alors, avant de repasser la parole à Madame Berthaud pour les conclusions, dans ce fil rouge justement de cette liberté pédagogique, ce que j'ai rencontré, c'est quand même des enseignants qui sont à la fois convergents dans la pensée des impacts positifs de cet outil. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments critiques sur des attentes d'approfondissement, d'amélioration, tout à l'heure on évoquait la dimension des manuels, etc. Mais il y a aussi une autre dimension qui est celle il y a eu des inventions sur la manière de faire la classe avec cet outil. C'est-à-dire que Sondo, on l'avait imaginé comme un outil que l'élève va utiliser à la maison.
et l'enseignant étant un transmetteur, quelqu'un qui va proposer cette solution complémentaire, et on s'est rendu compte que l'enseignant, eh bien parfois, eh bien, il s'est emparé de l'outil pour en faire quelque chose en classe. Et ça aussi, c'est un impact qu'on n'attendait pas forcément et qui nous a interpellés. Et donc, c'est l'une de ces surprises au cours de cette étude d'impact. Donc, je m'étais fixé 30 minutes grand maximum. Je crois que je suis à ces 30 Non, mais c'est parfait. minutes. Et donc, je passe la parole à Marion. Non, non, c'est parfait. Merci infiniment pour cette restitution. Donc, nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a trois grands intérêts pour les… Avant ça, ça c'est ma conclusion après. Reviens sur le… Voilà, merci. Pour les enfants, ça confirme que ce qu'on a développé leur permet que ce soit moins difficile à lire, leur permet de travailler en inclusion avec les autres sur les mêmes textes, et ça c'était fondamental pour nous, et leur permet aussi cette remédiation, c'est-à-dire le fait de réussir scolairement à améliorer leur vocabulaire, améliorer leur fluence, etc. Donc pour nous, cette mesure d'impact, elle montre que le pari est gagné de ce côté-là. Elle montre davantage, elle montre des effets qu'on n'avait pas imaginés au départ. Elle montre des effets sur les parents. Au départ, on n'a pas du tout pensé aux parents quand on a fabriqué cet outil. Des impacts sur la réduction des conflits avec leurs enfants le soir pour faire leurs devoirs. C'est top. Et puis, ça montre aussi comment certains enseignants s'en sont emparés. Enfin, cela dit, avec tout le confinement, on a vu avec quelle dextérité les enseignants se sont emparés de tout un tas de choses et parfois même à utiliser, là en l'occurrence, son dos en classe, alors qu'on n'avait pas du tout prévu l'utilisation en classe. Pour nous, ces retours-là, c'est de l'or en barre. Il faut comprendre que dans toute l'équipe qui est derrière, parce que Mobilis, c'est toute une équipe, on est une douzaine maintenant, une quinzaine bientôt, et il y a une trentaine de freelances qui gravitent encore autour, donc c'est bientôt une cinquantaine de personnes qui bossent d'arrache-pied pour fournir des frogothèques, donc des bibliothèques de livres frog, comme Sondo aux élèves. Et là, d'avoir ce retour-là de la part d'un cabinet extérieur qui est venu mesurer les changements réels qu'il y a eu, c'est énorme. C'est énorme parce que d'abord, ça nous booste de savoir quel effet ça a. Et puis, ça nous permet d'envisager les choses un peu différemment. Et il y a 3 éléments sur lesquels ça va nous permettre d'envisager les choses différemment. Là, Sophie, tu peux passer la slide suivante. La première chose, c'est ce que ça nous confirme sur cette idée d'inclusion et sur la nécessité de permettre à toute la classe d'accéder à Sondo. On a eu pas mal de demandes au départ d'avoir une réduction de l'abonnement, au lieu d'avoir un abonnement sur toute la classe ou sur tout l'établissement, de pouvoir avoir uniquement sur les quelques élèves qui étaient 10. Avec cette idée, sans doute, derrière que ça permettrait de tester, mais sans trop dépenser, de réduire le budget, quoi. Et donc, on a fini par céder et puis on a proposé un abonnement à la licence individuelle. En fait, ce que ça nous apprend, c'est que non, il ne faut pas qu'on aille vers là. Il faut absolument que Sondo reste un outil inclusif, proposé à tous. Et donc, on va retravailler le pricing, le positionnement prix des abonnements pour être sûr d'inciter au maximum à abonner l'ensemble de la classe, l'ensemble du groupe, l'ensemble de l'établissement, voire l'ensemble des établissements d'un territoire. Ça, c'est le premier enseignement. Il faut qu'on incite à aller vers un abonnement pour tous. Le deuxième enseignement, c'est que, en fait, de solliciter les retours des élèves, de solliciter le retour des parents, de solliciter les retours des enseignants, ça a eu un effet sur les pratiques. Le fait de pouvoir matérialiser qu'un enseignant s'en est emparé et en a fait quelque chose en classe, il faut qu'on trouve comment le mettre en avant, comment le communiquer dessus, etc., pour que ça vienne inspirer d'autres enseignants pour le faire. Il faut qu'on partage les pratiques et pas simplement qu'on mette en avant les fonctionnalités comme on le faisait jusque-là.
Ça, c'est le deuxième enseignement. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on envisage d'inscrire cette mesure d'impact, mais dans un fonctionnement long terme, c'est-à-dire pas simplement une fois de temps en temps. Il faut qu'on trouve, on ne sait pas encore comment, mais comment généraliser, comment systématiser. Parce que les institutions qui nous sollicitent pour mettre en place Sando dans les établissements, les conseils départementaux, les régions, elles ont besoin de ces retours terrain, de ces retours, de ces effets sur le territoire. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant. Donc, dorénavant, on va travailler pour que, quand on propose d'installer Sando de déployer Sando sur un territoire, systématiquement, il soit prévu de faire une restitution sur les impacts, sur les changements qu'on a obtenus sur le territoire. Et en particulier à court terme, puisque un des enseignements, c'est que ces changements, ils peuvent être rapides. Et ça, c'est une sacrée surprise. Ça on ne s'y attendait pas. Le troisième enseignement, c'est au sujet des manuels. Donc, on a clairement vu la frustration qu'on avait déclenchée, on en est désolé, ce n'était pas l'objectif, autour des manuels enrichis, autrement dit, d'avoir les fonctionnalités Frog directement dans le manuel numérique de l'éditeur. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment faire ça. On a lancé un projet et on est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale pour un prototype, parce que c'est complexe un manuel, hein, la mise en page, il y en a partout, le fil conducteur n'est pas forcément évident, donc il y a tout un travail d'accessibilité à faire. Donc on a fait, on est en train de terminer en ce moment un prototype, on a le soutien des maisons d'édition avec qui donc on a fait les manuels d'ESI, donc elles nous connaissent déjà, et elles sont impatientes de voir comment est-ce qu'on va pouvoir plugger directement les fonctionnalités Frog dans leur manuel numérique. Et là, ça va accrocher les profs de langue, les profs d'histoire, les profs de sciences, qui vont vraiment voir à travers cette fonctionnalité Frog sur le manuel l'intérêt pour eux dans leur curriculum, dans leur… Alors, je vois que ça s'excite sur le chat. J'espère que mes équipes derrière vont m'aider s'il y a des questions. Il ne faut pas hésiter, Marion, Sophie, à m'interrompre. Hein. Non? Bon, vous me direz. Donc, 3 enseignements. Les 10, mais pas que. Il faut absolument que ce soit pour tout le monde. Il faut qu'on développe les mesures d'impact sur les différents territoires. Et il faut qu'on poursuive et qu'on accélère notre programme de R&D sur les manuels et que dès la rentrée, alors pas cette rentrée-là, mais la rentrée de l'année d'après, on puisse proposer des manuels enrichis avec les fonctionnalités Frog. Donc, on a… voilà, je vous donne rendez-vous dans 1 an et vous verrez que sur chacun de ces 3 enseignements, on aura des choses à vous montrer et sur ces 3 axes pour le plus grand bien des 10, mais pas que. Voilà. Est-ce que du coup, oui, vas-y. Peut-être je vois un post de Renaud Teillard qui dit un vrai champ pour booster le partenariat coordonné d'Ulysse et profs du collège. Je bondis sur je relève ce commentaire puisque il y a derrière un commentaire qui plus soit. Mais tout à l'heure je parlais aussi de classe Ulysse. Hein, je suis dispositif Ulysse. J'ai parfois le passé colle à la peau, mais en tout cas, voilà, des dispositifs Ulysse, effectivement, c'est quelque chose qu'on a pu voir et qui pourrait être envisagé également dans cette dynamique d'inclusion, de voir comment Sando contribue effectivement à ce rapprochement. Alors, il y a le témoignage de Blandine Tardieu. Donc, chez nous, l'expérimentation avec les élèves du lycée est très positive, car la coordinatrice a pris en main l'outil avec le matériel permettant l'usage dans sa salle. Plus compliqué pour les autres élèves inclus dans l'expérimentation, car ils sont dispersés dans différentes classes. Pour l'usage, notamment sur le temps du quart d'heure de lecture. Le quart d'heure de lecture, c'est un dispositif que certains établissements ont mis en place qui permet à tout l'établissement de lire pendant un quart d'heure. Tout le monde s'arrête dans ses activités et lit quelque chose. Donc, pour l'usage, notamment sur le temps du quart d'heure lecture, pas toujours un ordinateur à proximité dans les salles. Le portable est prohibé dans le règlement intérieur, donc on ne peut pas le faire sur le smartphone. Et c'est difficile de permettre son usage. Et il n'y a pas des tablettes pour tous. Ouais.
Et donc, Hervé Bienvaux qui complète en route vers les manuels numériques de 2050. Oui, tout à fait. On les aura avant 2050, les manuels, promis. À chacun son frog. Merci. Merci à tous. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent Moby10. Il y en a certaines qui sont présentes aujourd'hui et je voulais en profiter pour les remercier et pour leur rendre aussi, c'est grâce à vous que Moby10 en est là aujourd'hui. Vous intervenez tous à différents niveaux, que ce soit des niveaux financiers, que ce soit des niveaux de réflexion stratégique. Il y a plein de niveaux et ben voilà à quoi vous contribuez. Alors, merci à vous. Et donc, rendez-vous dans un an sur les différents. Ah oui, alors on aura une petite infographie qui vous sera transmise et qui a été faite en direct lors de cette conférence. Rappelez-moi le nom de cet artiste qui a réalisé ce sketching. Renaud Combe. Renaud Combe, merci Renaud. Voilà. Parfait. Et donc, on vous l'enverra. C'est une petite illustration qui résume la conférence d'aujourd'hui. Merci. Les conclusions de l'étude seront-elles accessibles? Oui, on va les publier sur le site web. Et donc, on pourra avoir les conclusions. On vous enverra les liens. Techniquement, ce qui manque, c'est de pouvoir avoir… Oups, là, ça bouge. Ce qui manque, c'est de pouvoir avoir les statistiques d'usage de nos élèves connectés. Alors, tout à fait, ça fait partie des chantiers qu'on a lancés pour permettre, en fait, à chaque établissement d'avoir une visibilité. Alors, ça sera possible très certainement sur ceux qui sont aux gares. Il faut qu'on voit pour les autres, ceux qui passent pas par le gare. Mais peu importe, c'est technique. Toujours est-il que oui, on est en train de travailler sur une restitution statistique collège par collège, établissement par établissement. Alors, je dis collège par collège, mais j'en profite pour vous dire que dès la rentrée prochaine, on s'attaque aux primaires et on lance Sondido, qui est la même chose que Sondo, mais pour les primaires, donc avec des livres pour l'école primaire. Sondido, la petite sœur de Sondo. Et au lycée, on va travailler aussi avec des régions pour pouvoir l'ouvrir aux lycées généraux, lycées professionnels, lycées techniques, avec des offres sur mesure, en particulier pour l'instant sur le français et l'anglais. Voilà. Eh bien, bravo à toute l'équipe Moby10. Oui, je me joins à Arnaud pour féliciter toute mon équipe. Oui. Marion, je veux juste rajouter une petite minute, un gros merci au collège abonné de Sondo qui joue le jeu depuis le début, et notamment voilà, les régions comme le Pas-de-Calais, la Martinique, dans le 44 aussi, avec Petite Lande, avec Pays Blanc, Blanche de Castille, enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez Saint-Nazaire, Anita Conti. Et voilà, ils sont là depuis le début, ils nous soutiennent, donc un énorme merci à vous. Absolument. Tu as bien fait. Merci Sophie. Merci Gabriel pour cette magnifique restitution. Le replay sera disponible. On enverra le lien et sinon vous pourrez le trouver sur le site de Moby10. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et pour ceux qui veulent, nous restons en ligne connectés. Je vous remercie à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, on a plein de remerciements. Renaud Taillard, merci et bravo à suivre. Stéphane Attimon, donc merci et bravo encore pour tout ça. Blandine Tardieu, merci beaucoup. Christophe Schmirsalski, au revoir. Judith Laure Mamou Mani de la Maïf, bravo Moby10 et vive la lecture pour tous. Marion Lagneau, au revoir et merci à tous. Hervé Bienvaux, bravo pour cette belle présentation. Intéressé aussi par l'étude citée. Oui, nous vous transmettrons, j'ai vu ça, je l'ai vu passer sur le chat, l'étude citée, absolument. Il s'agit, Gabriel, de l'étude américaine, je crois, ou british que tu as qui était… citée. Oui. C'est mon accent qui a interpellé. C'est ça. Parfait. Bonne soirée à tous. On va quitter la diffusion en direct et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.